bonjour à tous et bienvenue à vous sur Médiane TV dans On dit tout. Je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois et on y va donc pour notre sommaire. Le samedi, on démarre par un aliment, l'aliment de la semaine. Aujourd'hui, c'est le pamplemousse. Ensuite, on va parler boulot, partir en vacances, comment vraiment décrocher. Eh bien, on vous dira tout dans quelques instants. Nous vous emmènerons ensuite dans le monde de l'art à la rencontre d'une femme qui travaille pour mettre les autres en lumière. Aziza El-Araqi est galeriste, c'est notre femme inspirante de cette semaine. Et puis pour finir, nous parlerons prévention et surtout dépistage précoce de la DMLA. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes avec nous sur Médiane TV dans On se dit tout. On se dira beaucoup de choses, à tout de suite. Merci infiniment d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver et justement de retrouver ces différentes personnes qui ont accepté de faire l'émission avec moi aujourd'hui, principalement et spécialement pour vous. Nous allons parler boulot, nous allons parler santé, nous parlerons aussi de défis personnels avec mes différents invités. Aziza El-Araqi, merci beaucoup d'être là. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir, Lalla. Vous êtes notre femme inspirante de cette semaine. Vous vous êtes mise au service des autres, mettre, on va dire, la créativité des autres en lumière, mais c'est aussi un défi, un grand défi personnel et un hommage à votre papa. Vous allez nous raconter tout cela dans quelques instants. Merci infiniment d'avoir fait le déplacement depuis Tanger. Marhaba. Merci beaucoup à vous. Et puis nous avons aussi le docteur Mohamed Saïd El-Helwi, médecin ophtalmologue. Merci docteur d'être venu de Marrakech. Merci pour être avec nous sur le plateau. Nous allons parler avec vous de dépistage précoce de la DMLA. Est-ce que c'est possible justement de prévenir et de dépister précocement? On verra ça en détail avec vous dans un petit moment. De prévenir, c'est très difficile, absolument. Mais de dépister, oui. On peut dépister et il faut dépister précocement. Et il le faut justement, c'est la clé d'une bonne prise en charge. On en parlera avec vous en détail dans un petit moment. Et puis à vos côtés, Mona Srli, bonjour. Bonjour. Merci Mona d'être là. Vous êtes coach personnel et professionnel et fondatrice de Coach to Win. Et justement, pour être bien dans sa peau, il faut bien décrocher pendant les vacances. Ça approche. Alors, quand on part en vacances, est-ce qu'on part vraiment en vacances? On part à moitié en gérant les mails, etc. Vous allez nous dire tout ça dans quelques instants. Mais d'abord, on va se désaltérer un petit peu avec un bon petit jus de pamplemousse. Qui c'est qui aime? Aziza? Oui, j'adore. Oui, pamplemousse, même si c'est un peu amer? Non, j'aime bien. Il n'y a pas de souci. Docteur? Oui, c'est bon. Sans problème? Aucun. Donc, service pour tout le monde? Ah oui, la vitamine C, c'est excellent. Hein, c'est ça. Ça booste. Alors, tous les autres bienfaits du pamplemousse en images, on regarde. Savez-vous que le pamplemousse que l'on trouve dans nos marchés n'en est pas un? Eh oui, pamplemousse et pomelo sont souvent confondus. Il s'agit pourtant de deux espèces distinctes. Alors que le pomelo vient de Floride, le pamplemousse, lui, est originaire d'Asie du Sud-Est. Il existe trois grandes variétés de pamplemousse. Le pamplemousse blanc, sa peau est jaune et sa chair est à la fois acidulée, amère et sucrée. Le pamplemousse rose, sa peau est jaune, parfois rosée. Sa chair est moins amère. Le pamplemousse sanguin, proche du pamplemousse rose, sa chair est plus rouge, à la fois plus acidulée et plus sucrée. Composé de 88% d'eau, faible en glucides, c'est le fruit idéal pour garder la ligne. Sa chair contient des minéraux tels que le potassium, le calcium et le cuivre. Généreux en vitamines B5 et B3, et comme beaucoup d'agrumes, le pamplemousse est surtout riche en vitamine C. Ce qui fait de ce fruit un antidiabète, anticholestérol et antioxydant. Un vrai remède miracle pour la santé. Mais attention, le pamplemousse peut augmenter les effets secondaires de certains médicaments. En cuisine, le pamplemousse se savoure d'abord en jus fraîchement pressé, en confiture pour un petit déjeuner vitaminé, en salade avec des crevettes ou tout simplement en sorbet pour les plus gourmands. Petite astuce beauté, utilisez l'huile essentielle de pamplemousse pour lutter contre la cellulite et redonner un aspect tonique à votre peau. Ah, ce pamplemousse, un vrai concentré d'énergie. Profitez-en, avec modération. Surtout que c'est la saison, justement, de lutter contre la cellulite et de se désaltérer aussi. Alors, c'est bien que ça a été relevé pendant la petite capsule, l'interaction entre jus de pamplemousse et médicaments, parce que je pense que surtout pour les hypertenseurs... Il potentialise beaucoup de médicaments. C'est Donc ça. il faut être très
méfiant et ne pas en abuser. C'est ça. Et les personnes qui suivent un traitement contre l'hypertension artérielle doivent faire attention. L'hypertension artérielle et je pense même pour la coagulation sanguine. C'est ça. Donc finalement, c'est pas aussi anodin que ça le pamplemousse. C'est pas si anodin que ça. C'est ça. Alors maintenant, qui c'est qui se prépare à partir en vacances? On est en plein mois de juin. Qui se prépare à partir? Et quand vous partez, est-ce que vous décrochez vraiment ou pas? Tour de table. Aziza? En réalité, non, je décroche jamais À 100%? À 100% parce que quand je pars, je profite aussi de là où je suis, d'aller visiter les musées, des choses culturelles. Du boulot. C'est du boulot, mais c'est un boulot que j'aime. Donc en réalité, c'est pas contraignant. Exact. Docteur Heloui, vous décrochez vraiment quand vous partez en vacances? Malheureusement, non. Non. J'ai toujours mon portable à portée de main et donc qui dit portable dit travail. C'est ça, on dirait une chanson de Stromae, justement. Et vous, Mouna? Les vacances, déjà, il faut pas oublier qu'on est d'abord en vacances quand on décide d'y aller. Donc on prévoit, on budgétise. Donc forcément, il faut quand même pas oublier. Voilà, il faut pas oublier que quelque part, il faut quand même sortir donc avec moins de stress, profiter de sa famille, discuter. Mais vous décrochez vraiment? Oui, tout à fait. 2000%? Ah oui, pas de mail, rien? Ah non, alors, honnêtement, non. On va en parler en détail avec vous au boulot tout de suite. Donc, Mouna Sqlibou, vous êtes coach perso et pro et vous êtes fondatrice de Coach to Win. Justement, cette question, est-ce que quand vous partez en vacances, vous décrochez vraiment? Nous l'avons posée à pas mal de personnes à l'extérieur. On regarde les réponses et on revient pour en parler. Pendant les vacances, s'il s'agit d'un projet de grand impact, si c'est quelque chose sur lequel on a travaillé pendant de longs mois, bien sûr, on va encore y penser. Après, si c'est quelque chose qui est finalisé, alors là, on décroche, on pense à autre chose, on se relaxe et on se repose. Pour les vacances, je pense qu'en tant que professionnel, on arrive quand même à oublier un peu la routine. On change un peu d'air, on voyage, on fait des activités autres que bien sûr le boulot. Et du coup, on arrive bien à se passer de ces moments de stress du boulot. Oui, en effet, pendant les vacances, donc j'essaie de profiter au maximum. En fait, pas que. Dès que je sors du boulot, j'essaie de oublier tout ce que je fais. Parce que le temps du boulot, c'est consacré au boulot. Et le temps pour moi-même, il est consacré pour moi-même. Du coup, ça, c'est une approche de vie que j'essaie d'implémenter chaque jour. Je trouve que les semaines de congé qu'on a sur un an de travail acharné ne sont pas vraiment suffisantes pour un peu déstresser et oublier. Alors, on a un petit peu de tout, mais le jeune homme a bien compris la leçon, en fait. Quand c'est pour lui, c'est pour lui. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident de décrocher, et ça, on l'entend beaucoup, et surtout aujourd'hui, avec tous ces nouveaux moyens de technologie qui nous gardent connectés. Et si on n'est pas connecté, on est aussi connecté cérébralement. Alors, Mouna Sqli, est-ce qu'il faut vraiment décrocher? Est-ce que ce n'est pas mal vu par l'entreprise si on décroche à 2000%? C'est-à-dire qu'on ne répond pas aux mails, ne répond pas aux appels, rien. On n'est pas là. En fait, ce qu'il faut faire, c'est raccrocher le téléphone. D'accord. En fait, ça aide. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est quand il y a des personnes qui viennent justement pour un coaching personnel ou professionnel, parce qu'elles se sentent un peu dépassées par les événements, qu'elles ont un peu trop de stress, qu'elles sont un peu trop réactives par rapport à certaines situations, c'est que quelque part, en fait, même leur boss leur dit « bon, tu as besoin de vacances ». Mais le fait est que parfois, elles reviennent de vacances. Donc, quand on est en vacances, honnêtement, autant le vivre pleinement, profiter de l'instant présent. Se dire que c'est un moment pour partager avec sa famille, peut-être aussi travailler sur soi, se poser les bonnes questions aussi, et réellement pour que ces vacances soient profitables. Vous parliez du téléphone, effectivement, c'est vrai que l'hyperconnectivité n'aide pas. Donc, pour des personnes qui ont une responsabilité assez consistante, et tout le monde a une responsabilité au sein de sa vie, ce qui est intéressant, c'est qu'avant de partir, prévoir donc qui va assurer le relais. C'est ça. Voilà, et puis, c'est-à-dire... Vous avez encore le temps d'anticiper, vous n'êtes pas encore parti. Voilà, exactement. Et puis, justement, c'est-à-dire que ça permet vraiment de décanter et de profiter en fait des vacances, parce qu'entre-temps, les gros dossiers, on a pu les partager avec quelqu'un qui reste donc, au niveau du bureau, à qui on délègue justement des responsabilités, et puis aussi informer les autres par mail, comme quoi, bon, voilà, de telle date à telle date, justement, la personne ne sera pas là, mais que telle autre personne peut être éventuellement contactée à la place. Donc déjà, en amont, se préparer à aller en vacances, parce que déjà, on sait que les choses urgentes vont être gérées par d'autres personnes, mais que bien sûr, on reste donc joignable en cas d'extrême urgence.
C'est ça, mais quand on se dit on reste joignable en cas d'extrême urgence, on n'arrive pas à couper le fil. C'est-à-dire on n'arrive pas à déconnecter complètement parce qu'on se dit il faut toujours que je sois d'attaque et réactif. Oui, mais c'est un travail sur soi. C'est-à-dire que même, par exemple, si on est vraiment trop habitué au téléphone, se dire que bon, on ne va pas rester sur les réseaux, on ne va pas rester à se connecter donc, avec l'entreprise. Si on prend le téléphone, c'est pour écouter de la musique. Et peut-être couper le téléphone et ne pas aussi donner l'exemple même à son conjoint et aux enfants d'être tout le temps sur le smartphone parce qu'eux aussi, ils ont besoin de communiquer. Mais il y a une telle facilité à aller justement sur tout ce qui est révolution technologique qui sont extraordinaires, tout ce qui est tablette, smartphone, oui, mais à petite dose pour aussi donner l'exemple à nos enfants, comme quoi parler, communiquer, c'est vraiment le moment pendant les vacances. Alors, si par exemple, je pars en vacances, mais que mon boss continue à m'appeler ou à m'envoyer des mails, quelle attitude adopter? Est-ce que si je ne réponds pas, c'est mal vu? Si je ne décroche pas, c'est mal vu, c'est mal interprété. Si je reviens, je risque d'en payer les conséquences. Voilà. Comment réagir? Et après, on parlera du manager aussi. D'accord, ok. Ça veut dire que finalement, la responsabilité qu'une personne a, c'est vrai qu'il y a un manager, mais qui signe aussi une feuille de congé. Donc, quelque part, il y a aussi quand même cette approche qui fait que ce salarié, ce collaborateur, il a aussi besoin de décanter pour être, en rentrant, plus profitable. Ce truc de « je te signe ton congé, mais tu restes… Joignable, d'accord. Mais bon, ça veut dire qu'on ne va pas rester sur le téléphone H24 et dès que finalement il y a une sonnerie, on sait absolument que c'est un mail du boss. Boulot, ouais. Ce qu'il faut faire peut-être, quand on n'arrive pas tout à fait à décrocher, qu'il y a quand même des choses urgentes qui restent en cours, et ça évidemment, se dire que dans la journée, on va se donner 1 heure, par exemple de 11h à 12h, et consulter les mails. Et que les personnes qu'on laisse au niveau du travail le savent. Donc on est joignable 1 heure par jour, et voilà. Et ça, c'est pas négociable. Mais anticiper dès le départ pour dire que voilà, c'est les vacances et que pendant de telle heure à telle heure, je suis joignable. Mais en dehors de ça, voilà, je veux dire, personne n'est indispensable. Mais ce moment de se ressourcer, en fait, il est vital et il va aider aussi ce collaborateur à être fonctionnel, opérationnel pendant toute l'année qui suit. Alors, maintenant, vous êtes aussi coach de dirigeants. Oui. Est-ce que les dirigeants ont plus de mal à décrocher, justement, parce qu'un dirigeant ne bosse pas forcément derrière un bureau, même au courant de l'année, il bosse d'un peu partout. Et donc, même s'il est en vacances, il se sent toujours au boulot. Comment, on va dire, ces gros calibres arrivent à décrocher, ou est-ce qu'ils décrochent vraiment? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un travail aussi sur soi, dans le sens où le management, aujourd'hui, tend plutôt à être un peu plus délégatif, tend aussi à être un peu plus participatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équipe avec laquelle on travaille, donc d'abord, quand on prend une décision, on prend une décision collégiale, donc à plusieurs, et surtout, ce management fait qu'on va développer notre équipe. Elle va grandir avec nous. Et du coup, quand on part en vacances, il y a d'autres personnes qui ont acquis de l'expertise, de l'expérience, du savoir-faire, et donc qui permettent aussi que le travail continue, que le business reste florissant, mais que chacun prenne quand même le temps de prendre le temps. Le temps, vivre. Absolument. Alors, Aziza El Araqi, vous ne vous dites pas, en rentrant, finalement, j'aurais pu décrocher complètement, je n'ai pas décroché. J'étais en vacances, mais j'ai quand même bossé, mais… Non. Franchement, non. C'est la passion, ça? C'est la passion. J'aime ce que je fais. Si je n'aimais pas, je n'irai pas à un musée, je n'irai pas faire des choses. Ça m'inspire, ça me donne des idées. Me reposer ou me ressourcer, c'est aussi ça. C'est un métier où il faut de l'innovation, il faut des nouvelles choses, il faut faire différent. En tout cas, c'est ce que je pense. Et donc, ces vacances me permettent aussi de faire ça. C'est ça, absolument. Et vous, docteur, justement, toujours connecté au téléphone, mais est-ce que vous vous dites, par exemple, à votre équipe, je suis disponible de telle heure à telle heure, ou c'est disponible H24? Vous savez, moi, je suis dans le privé. Dans le privé, c'est un petit peu… On n'a pas d'équipe, c'est-à-dire on a des secrétaires, mais on n'a pas de collaborateurs médecins. Donc, on est obligé d'être à l'écoute en permanence, essayer de gérer certaines complications qui peuvent survenir à l'improviste, adresser chez des confrères, contacter. Donc, on est obligé d'être joignable. C'est aussi le métier aussi. C'est un métier, on va dire, on compte sur le médecin. Le médecin, c'est le sauveur dans… Vous savez, dans le privé, vous avez un médecin, vous ne pouvez pas aller chez quelqu'un d'autre. Donc, vous vous référez à votre médecin et c'est lui qui peut vous adresser
vous lui faites confiance, parce que Absolument. la médecine, c'est un petit peu une relation particulière entre le patient et le médecin. Et le médecin, tout à fait, absolument. Alors, Mouna, question pour vous, justement. Touria vous dit, disposer d'un téléphone de service m'oblige-t-il à être accessible même pendant les vacances? Il faut savoir que déjà, la déconnexion a été imposée dans certaines sociétés. Elle est dorénavant, elle est mise en place. Voilà. Sinon, quand on est en vacances, il n'y a pas une obligation de répondre au téléphone. De service. De service dans l'immédiat. On peut répondre par mail, ça peut attendre une journée, voilà. Mais c'est des vacances. Mais si on ne peut pas vous dire, vous avez un téléphone de la boîte, c'est pour être joignable 24 heures sur 24. Voilà, mais après, ça dépend de la communication qu'on a avec l'environnement, avec le manager. Donc après, c'est une question aussi, finalement, de mentalité, de valeur au sein de l'entreprise. Voilà. Quand il y a le respect du salarié, le respect de l'autre, il y a quand même aussi peut-être une personne qui va se mobiliser, même si elle est en vacances. Mais je tiens à souligner qu'il y a des métiers, évidemment, où même quand on est en vacances, c'est sûr qu'il y a des urgences et ça, c'est incontournable. Mais il ne faut pas aussi venir se cacher derrière le téléphone pour ne pas communiquer avec ses enfants, ne pas être encore plus proche de son conjoint. Il ne faut pas aussi que ce téléphone-là, ou ses priorités, disons, business, arrive à cacher un mal-être. Parce que quelque part, la personne n'arrive pas justement à faire marche arrière et se déconnecter. Donc parfois, il faut vraiment se poser la question. Et en coaching, en fait, en séance, on reçoit ce type de personnes qui disent « je suis épuisée toute l'année. Même quand je prends des vacances, je ne sens pas que je me suis reposée. » Parce que quelque part, il y a un peu cette emprise et cette dépendance qui fait que c'est plus facile quelque part. De se cacher. De se cacher derrière le téléphone. C'est ça, que d'affronter une réalité de couple ou de famille. Voilà, parfois il y a des discussions qu'il faut avoir et ça permet au contraire de démarrer une relation de manière plus saine. Tout à fait. Une dernière question, mon employeur peut-il me faire travailler pendant mes congés payés de la part de Anas? Bon, ça c'est peut-être légal, mais vous pouvez y répondre? Personnellement, j'étais en congé de maternité et j'ai dû venir travailler pour une mission qui me plaisait avant tout. Donc, encore une fois, ça dépend de la communication et puis d'une entente bilatérale. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a quand même une loi qui cadre tout cela. Ça, absolument. Voilà. Mais il faut que tout le monde soit d'accord. C'est ça. Merci beaucoup, Mouna Merci à vous pour d'être là. On continue l'émission ensemble. On va parler d'art dans un petit moment et on va parler aussi de la santé de nos yeux. Mais tout ça juste après une courte pause de publicité. À tout de suite. Alors, si vous venez de nous rejoindre, en première partie, nous avons parlé pamplemousse et nous avons aussi parlé de comment bien décrocher pendant les vacances d'été, les grandes vacances comme on les appelle, approchent. Et justement, c'est l'occasion de faire le vide et de vraiment profiter de sa petite famille, de ses amis, de ses proches. Pour pouvoir revoir tout ça dans son intégralité, allez sur notre site mediantv.com. Pour la suite, on va parler santé des yeux. Ça, c'est avec vous, Dr Mohamed Saïd El-Helloui. Vous êtes médecin ophtalmologue. Mais avant, place à notre femme inspirante de cette semaine. Merci beaucoup à Aziza El-Araqi d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. L'odeur de Tanger sur le plateau de Médian TV ici à Rabat. Vous êtes une femme au service des artistes. Vous êtes une galeriste avant tout de cœur. Et peut-être pas de vocation, mais de cœur, oui. Et surtout pour rendre hommage à votre papa. On va regarder un reportage qui a été réalisé sur vous. Et puis après, vous allez venir... on va raconter tout ça avec beaucoup de cœur et d'émotion à nos téléspectateurs. On y va? Parfait. Parfait, on regarde. Pour Aziza El-Araqi, l'art est avant tout une histoire d'héritage. À travers ses origines mixtes, espagnole et marocaine, elle grandit dans un univers cosmopolite et artistique depuis son plus jeune âge. Avec un oncle peintre, un autre antiquaire et un papa bazariste de métier, mais brocanteur de cœur. Aziza fait ses études aux États-Unis, puis travaille au sein de différentes multinationales, mais après l'arrivée de ses 2 enfants, elle se consacrera exclusivement à sa famille et à ses propres projets. C'est lorsque la maladie toucha son père qu'elle transforma sa souffrance en énergie positive, en s'attachant à redonner vie au local qu'il possédait à Tanger et qui deviendra la Galerie Kent. Portée par l'âme de la ville de Tanger, cette galerie est devenue un espace d'exception, le résultat d'une vision nourrie par la passion inaltérable d'une femme de cœur. Un lieu de rencontre et un moyen d'expression pour une multitude d'artistes partageant des univers et des talents aussi nombreux que variés. Tout ceci, Aziza El-Araqi le fait pour l'amour de la vie, de son père, de l'art, mais surtout
pour l'esprit du partage. Elle nous dit: lorsqu'on fait les choses qu'on aime avec beaucoup d'amour et sans attente, on finit par récolter les fruits de ses efforts. Il faut toujours suivre ses rêves, mais il faut se préparer. Faire ce que l'on aime est un luxe, mais il faut surtout travailler et ne pas lâcher. Alors justement, vous êtes avec nous pour inspirer toute cette jeunesse et puis donner aussi de l'espoir aux ceux qui sont moins jeunes. Suivre ses rêves, oui. Vous dites que c'est un luxe de faire ce qu'on aime, mais il faut se préparer et suivre ses rêves, ça a un prix aussi, ça a un coût. Oui, absolument. Alors justement, on va raconter tout ça. Moi, en toute honnêteté, j'ai été frappée en venant chez vous, dans votre galerie, par l'humilité que vous avez vis-à-vis des artistes que vous recevez. Vous êtes là vraiment à leur service et vous êtes là pour les mettre en lumière. Et c'est vos chouchous du moment, en fait. Quand vous recevez un artiste, c'est votre chouchou. Vous êtes presque la maman de tous ces artistes. Enfin, aussi jeune que vous êtes, bien sûr, mais dans l'attitude. En fait, quand je présente un artiste, j'essaie d'être très proche de cet artiste, de rentrer dans son univers, de le comprendre, de savoir quel est le message qu'il veut véhiculer. Il y a une expression. Quand il y a une œuvre, il y a une expression derrière. Donc, j'essaie d'une certaine façon de transmettre ça. Et ça, on ne peut le faire que si on est très près de l'artiste, si on rentre dans son monde, dans son univers. Beaucoup d'empathie. Beaucoup d'empathie. Et donc, pour essayer que les gens comprennent mieux l'œuvre, l'artiste, et qu'ils s'intéressent. L'état d'esprit de l'artiste aussi. Voilà, et qu'ils s'intéressent et qu'ils comprennent l'œuvre, qu'ils comprennent l'artiste. C'est pas du simple business, en fait. Non, ça n'a jamais été du business. En réalité, l'histoire de la galerie n'a pas commencé comme un vrai business. C'est un espace, c'était l'espace de mon père. Je ne pouvais plus rien faire pour mon père, mais par contre, je pouvais faire quelque chose pour cet espace, pour cet héritage, pour la ville, pour la chance que nous avons eue, etc. Donc, je voulais rendre hommage à votre tout papa ça. Et à la ville. Oui, absolument. Et donc, avoir cet espace qui tombait un peu comme mon père, c'était pas... Donc, j'ai essayé de donner de la vie. Et je pense que... Ça vous a aidé dans votre deuil, notamment? Ah oui, absolument. Le fait d'avoir cette partie de votre papa? Absolument. C'était une voie d'échappatoire. Au lieu de me laisser écraser par la tristesse, par le deuil, etc., j'ai essayé de faire quelque chose avec cette douleur et de faire quelque chose de gai et de plein de vie. La vie continue avec cet héritage, avec ce cœur, avec tout ce qu'on m'a appris, avec tout ce qu'il y avait autour de cet espace, de mon père, de la famille, de la ville. Et puis, quand vous parlez de la ville, c'est bien sûr de Tanger. Oui. La ville de Tanger qui se trouve au détroit entre l'Espagne et le Maroc, un peu comme moi. Non, au Maroc. Oui. Pas entre l'Espagne et le Maroc, mais au Maroc. Au Maroc, mais en face de l'Espagne. Exact. Mais c'est une position géographique très importante. Voilà. Et puis, elle a été zone internationale, une ville de tolérance, une ville très ouverte. Même si les choses ont changé un peu, on voudrait qu'elle continue un petit peu avec sa splendeur, etc. C'est ça. Alors, Aziza, dites-nous, vous êtes arrivée dans le monde de l'art, vous avez fait d'autres études, vous avez travaillé dans d'autres choses, mais vous êtes arrivée dans le monde de l'art, on va dire, assez tardivement. C'est récent, l'histoire de la galerie Kent. C'est très, très récent. Très, très récent. Et pourtant, c'est une galerie qui a su s'imposer très vite. Et c'est un espace qui a su, on va dire, créer cette confiance avec beaucoup de spécialistes de l'art de par le Maroc et même à l'international. Oui, la vérité, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. Je pense qu'il devait y avoir un vide avant tout. Et aussi que l'espace s'y prête. C'est quand même 300 mètres de galerie. Et puis la confiance des gens de la ville. Et surtout, j'ai eu beaucoup d'aide et de soutien de la part des artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui m'ont fait confiance, qui m'ont aidé. Le succès de la galerie ne me revient pas, ou ne revient pas seulement à moi, revient au fait que j'ai été entourée de gens qui m'ont très bien conseillé, qui m'ont donné un grand coup de main et qui m'ont fait confiance depuis le début. Normalement, un artiste qui a déjà un nom n'expose pas dans une galerie qui n'a peine... Qui démarre. Alors, il y a beaucoup d'artistes qui m'ont fait confiance et qui m'ont aidé à démarrer et qui ont été là, qui ont donné leur nom, leur présence, leur temps et leur conseil. Hommes et femmes. Depuis le début, avant de commencer la galerie, j'ai commencé à solliciter beaucoup d'artistes. En fait, c'était difficile de solliciter les galeristes pour faire une galerie. Donc, c'est plutôt les artistes qui m'ont aidé.
Voilà, c'est la vérité. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont aidé. Et puis, je connais mes limitations. Donc, je fais appel à des gens, à des pros. À des pros. Et il y a toute une équipe derrière ça. Il y a des gens qui écrivent pour la galerie, il y a des gens qui font la gestion, il y a des gens qui font l'accrochage, il y a des choix, comme une espèce de comité virtuel. Mais la spécificité de cette galerie, c'est que tout se fait par amitié, par amour. La plupart des gens qui m'aident ne sont pas rémunérés. Ils le font pour l'amour de l'art et parce qu'ils veulent qu'il y ait un espace comme ça et ils veulent que Tanger aille de l'avant et que Tanger, qui est une ville inspirante et qui a donné beaucoup d'artistes, n'est pas une place, un marché d'art au Maroc. Donc, on voudrait que ça le devienne. Alors, dites-nous, Aziza, vous dites il faut suivre ses rêves. C'est un luxe, mais il faut aussi se préparer. Vos conseils, justement, aux jeunes et aux moins jeunes qui nous regardent, qui ont envie de se lancer dans une aventure. On peut le dire aussi, vous êtes maman de 2 enfants, de jeunes préados, justement. Donc, dans tout ce monde-là, vous avez réussi quand même à sortir de la douleur quelque chose de merveilleux. Le secret de la réussite. Le secret de la réussite, c'est d'abord faire ce qu'on aime. Et quand on a un rêve, il ne faut pas lâcher. Il faut essayer de le faire. Mais les rêves, c'est très bien. Mais il faut travailler, il faut persévérer, il faut se préparer. Et on peut tomber, on peut des fois... Il y a eu des moments difficiles ? Oui, on peut avoir, mais il faut toujours se relever. C'est le seul secret. Et puis, quand on fait ce qu'on aime, en général, on ne sent pas la fatigue, on ne sent pas la douleur, on ne sent pas le temps qui passe. Donc, vraiment, quand on fait ce qu'on aime, on peut exceller. Moi, mes enfants, aujourd'hui, me demandent... ne pensez pas à l'argent ni à quelque chose que vous aimez. Faites quelque chose que vous aimez, c'est le seul moyen de réussir et de faire la différence. Mais alors justement, quelque chose que vous aimez, on peut se découvrir ce qu'on aime à n'importe quel âge. Ah oui. On n'est pas obligé de le découvrir à 18 ans pour l'orientation du bac et ensuite démarrer une carrière, parce que justement, vous avez changé de carrière. Oui, malheureusement, on ne sait... Et puis les goûts changent, etc. Exactement. On ne sait pas depuis le début quelle peut être notre passion. Mais s'il y a quelque chose déjà qui nous attire, ou c'est dans ce sens qu'il faut toujours aller et suivre son instinct, je pense que c'est important, mais toujours en se préparant, en étudiant, en étant bien entouré, en allant toujours voir les spécialistes et des choses comme ça. Je veux dire, il n'y a pas de secret. C'est le travail, la passion, l'amour, et ne pas penser tout de suite à la rentabilité, au succès. Normalement, quand on fait les choses de cœur et parce qu'on aime et bien faites, tout vient derrière. Par payer. Ça finit par payer. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance, Aziza El Araqi, d'être avec nous aujourd'hui. Docteur El Heloui, justement, c'est une femme bien inspirante. Qui vient d'une vie très inspirante, comme elle l'a dit. Effectivement, elle a beaucoup de caractère. Bravo d'avoir changé de cap. Et de faire ce que vous aimez. Je vous félicite. Merci. Et apparemment, vous avez réussi. C'est ça, c'est pas évident quand même de dire aux jeunes très tôt trouvez votre voie, alors que par expérience, on se rend compte que finalement, on peut découvrir sa voie que quelques années après, changer de cap. Il faut pas avoir changer. On a tous le droit d'évoluer, de changer. Mais c'est pas évident quand on est une mère. C'est pas évident. Bon, j'ai aussi beaucoup de chance d'avoir une famille, un mari qui me soutient inconditionnellement et qui me fait confiance. C'est vrai. C'est vrai que ça, c'est aussi une chance. Parce que on dit souvent qu'il faut suivre ses rêves, mais il y a aussi un entourage. Et quand on a un conjoint ou une épouse qui est derrière, mais c'est formidable, on se voit pousser des ailes. Surtout, en fait, on apprend, même, c'est-à-dire on a en fait une idée, on la met en place, et c'est vrai qu'à l'origine de la création de quelque chose, il y a une douleur. Moi aussi, personnellement, quand j'ai perdu mon père, en fait, il y avait 2 axes. Soit, en fait, c'était une douleur qui était très terrible à vivre, mais finalement, ça peut aussi donner une énergie pour lancer, et c'est pour ça qu'en fait, j'ai créé Coach to Win. C'est aussi pour sa mémoire. Vous avez changé de cap complètement aussi. Oui, tout à fait, mais c'est aussi pour sa mémoire, parce qu'on a, après, quelque chose à transmettre aussi à nos enfants. C'est quoi? C'est que finalement, on ne baisse pas les bras. Qu'il faut rester performant, il faut savoir travailler sur soi, se remettre en question, et surtout, par rapport à ce que vous disiez et ce que Aziza a dit, qui est extraordinaire, c'est que quand vous avez un jeune qui a 18 ans, en fait, il ne sait pas en fait, son avenir. Il fait un choix, mais bon, ce n'est pas toujours le bon choix. Par contre, il faut toujours suivre une passion. Quelque chose, quand on fait une activité, c'est celle qui nous repose. En fait, ce serait ça, la chose pour laquelle nous sommes faites. Absolument. Et donc, les orientations devraient être basées sur
en fait, quand on se repose, quelle est l'activité qu'on fait qui nous ressource. Cette histoire d'orientation, c'est toute une histoire. Ah oui, Moi, j'adorerais qu'on revoie l'âge de l'orientation. Qu'on repousse les... Enfin, voilà, ça, c'est un autre débat. Et c'est peut-être un débat très intéressant. C'est dans ce sens que le coaching aide, justement. C'est pour... juste parce qu'aujourd'hui, on parle d'intelligence multiple et on donne justement des chances à tous les étudiants de faire une bonne orientation. Exact. Alors, on a une question pour vous, Aziza, de la part de Nour, qui vous dit, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez? Je ne changerai rien du tout. Rien du tout. Je ne regrette rien, je suis heureuse, j'ai un mari qui me comprend, 2 enfants merveilleux. Quand j'ai fini cette étape de ma vie, j'ai passé à autre chose. J'étais proche de mon père jusqu'à la fin. Non, je ne changerai rien. Vous vous lancez dans l'art avant, non? Non. Non, j'ai titillé. Non, peut-être j'étais trop jeune et je me serais laissée emporter. Par autre chose. J'aurais voulu devenir artiste ou quelque chose comme ça. Non. Je pense que tout vient au bon moment. Absolument. Tout vient au bon moment. Merci beaucoup, Aziza, Merci à d'avoir vous. été avec nous. Merci infiniment. J'espère que vous appréciez cet épisode d'On se dit tout. En tout cas, pour moi, je suis vraiment très heureuse d'être accompagnée par toutes ces personnes. Mouna Sqeli, Aziza Al-Iraqi et vous, docteur Mohamed Saïd El-Helloui, médecin ophtalmologue. On parle avec vous tout de suite de Déméla. À tout de suite. Comment va Marrakech, docteur? Bien. Bien, Vous ça va. savez, Ça va. C'est la plus belle ville du Maroc, à mon sens. Ah ben vous dites ça à une Tangéroise qui est en face de vous. Justement, c'est pour ça que je réplique. C'est pour ça que vous répliquez. Vous défendez votre ville. Exactement. Alors, j'ai vécu 5 ans à Marrakech, c'est une très belle ville. Mais Je me sens plus chez moi à Tanger. attendez, Mouna, pour vous, la plus belle ville Moi, je vis à Casa et j'adore ce côté vibrant, De Tanger unique de Casablanca. de Casablanca. Ah oui, de j'adore Tanger, cette non. ville. Vous venez souvent à Tanger? Je viens souvent. Mes vous allez vacances, à je passe à Marrakech Tanger. aussi? Marrakech, j'aime bien. Je respire bien à Marrakech. On respire bien, Ah, Voilà, absolument. donc c'est une belle ville. Ah oui, tout à fait. On a un Maroc qui est magnifique. Absolument. Magnifique. Alors, on va parler dépistage et on va parler prévention. On va parler santé des yeux avec vous, docteur Mohamed Saïd El-Helloui. La DMLA ou la dégénérescence maculaire liée à l'âge est une maladie touchant l'œil au niveau de la macula. Elle génère une perte progressive de la vision. La macula est le centre de la rétine situé au fond de l'œil. Elle permet la vision des détails en éclairage de jour. Il existe 2 formes de DMLA. La forme sèche, la plus fréquente, son évolution est lente et permet de préserver une vue satisfaisante. La forme humide, qui est moins fréquente, son évolution est plus rapide. Elle se manifeste par des symptômes caractéristiques, la diminution brutale de la capacité à décerner un objet, la déformation des lignes droites ou l'apparition d'une tache noire centrale. Les personnes atteintes de DMLA sont âgées de plus de 50 ans. L'âge est donc le premier facteur de risque. Seul un examen ophtalmologique permet de la diagnostiquer. Aux premiers symptômes, ne tardez pas, consultez un spécialiste. Alors justement, docteur, le dépistage précoce est, on va dire, la règle et la clé d'une bonne prise en charge pour protéger au maximum cette vue des patients. Maintenant, 50 ans aujourd'hui, c'est un âge qui est très jeune. 50 ans, c'est... 50 ans, ça, comme vous dites, c'est un âge jeune. Jeune, exactement. Malheureusement, la DMLA, qui est l'acronyme de dégénérescence maculaire liée à l'âge, peut débuter à cet âge, mais elle va en progressant. Donc, pour les gens de 50-60 ans, c'est 1% de la population. D'accord. Mais à 80 ans, c'est pratiquement 25-30% de la population. Donc, c'est assez répandu quand même. Dans le temps, on disait que c'était l'apanage des pays riches, parce qu'ils avaient une espérance de vie qui était importante. Et donc, on trouvait beaucoup de cas de DMLA dans les pays africains, et notamment au Maroc. L'espérance de vie était jusqu'à l'indépendance de 43 ans. Maintenant, elle a bien progressé en 50 ans, de pratiquement 30 ans de plus. La DMLA devient beaucoup plus fréquente. C'est ça. Et donc, dans les pays développés, elle constitue un problème de santé publique, chose malheureusement qu'on ignore encore là. Chez nous, ce n'est pas encore un problème de santé publique? Ce n'est pas encore déclaré comme problème. C'est ça. Mais vous, à travers l'expérience, à travers les consultations, est-ce qu'il y a un nombre important de diagnostics de DMLA? Oui,
il y a un nombre important. Le problème, c'est qu'on ne voit que les cas tardifs, parce qu'une baisse de vision chez les gens âgés, On se dit c'est normal. on dit que c'est normal. C'est quelqu'un qui a vieilli, sa vision n'est plus bonne, et donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Et puis, il y a un autre facteur qui retarde, c'est les gens qui ont 45 ans, 50 ans, qui ont une presbytie, donc une baisse de vision de près. Ils vont dans des magasins d'optique et ils se font corriger rapidement. Bon, ils sont contents, mais des fois, ils ont une bombe à retardement à l'intérieur de l'œil qui n'est jamais dépistée jusqu'à un stade très tardif où le médecin se retrouve impuissant. Avec une DMLA déjà bien installée. Malheureusement, il n'y a pas que les DMLA, il y a toutes les maladies sournoises, toutes les maladies silencieuses de l'œil. L'hypertension. C'est le glaucome, la DMLA, les rétinopathies hypertensives, diabétiques, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer spontanément sans qu'on s'en rende compte. Donc, en fait, face à n'importe quel trouble de la vue, il faut un diagnostic, un diagnostic approfondi. Vous savez, dans votre présentation, vous avez donné les symptômes de la DMLA. Malheureusement, vous avez donné les symptômes tardifs, c'est-à-dire une fois que la rétine est déjà touchée. Okay. Le dépistage doit se faire avant que les cellules visuelles ne soient touchées. Donc, juste une petite baisse de vision de loin, mais surtout de près, doit donner l'alerte. Une diminution du contraste, c'est-à-dire que la personne a l'impression de manquer de lumière, les couleurs deviennent fades. Une petite gêne peut être source. Le signe d'une DMLA un signe démarrante. de DMLA débutant. Exactement. Alors justement, pardon docteur, est-ce qu'en instaurant, de la même manière qu'on instaure par exemple pour d'autres maladies qui s'installent avec l'âge, des dépistages précoces, des campagnes de dépistage précoce ou des campagnes de dépistage préventif, par exemple cancer du sein, cancer du côlon, etc. Est-ce qu'il faut instaurer un âge pour lequel on fait un dépistage annuel de la DMLA? Vous savez, dans les pays développés, à partir de 45 ans, la personne doit consulter un médecin, un ophtalmologiste, pour deux raisons. D'abord pour la presbytie et en même temps, on fait un travail de routine qui est un examen ophtalmologique qui peut montrer des signes de pré-DMLA, découvrir d'autres pathologies, comme on a dit, les maladies silencieuses. Et à partir de 55 ans, c'est tous les ans. OK. Ça, c'est instauré. C'est dans les pays développés, pas chez nous malheureusement. Pourquoi? Parce que ça coûte cher? D'abord parce que le nombre de médecins n'est pas important pour assurer la couverture de tout le monde. Il y a des régions qui sont un petit peu démunies en médecins. Mais il y a des caravanes médicales qui se déplacent. Oui, mais les caravanes médicales... c'est pas suffisant? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et puis, il y a, comme on a dit au début, en introduction, que une baisse de vision chez les gens âgés, c'est quelque chose de normal. C'est ça. Donc, un retard de diagnostic. Donc, finalement, c'est chacun sa chance, en fait. Ou sa malchance. Sa chance dans la malchance. Voilà, exactement. Les gens qui sont... Vous savez, au Maroc, on a deux populations, malheureusement. Des gens qui sont à la page et d'autres qui sont un petit peu, pas délaissés, mais qui sont dans l'ignorance. Et donc, ceux qui sont à la page consultent précocement et donc sont mieux pris en charge. Ceux qui sont un petit peu dans l'ignorance ont des diagnostics tardifs, parfois pas de diagnostic du tout. Mais si, par exemple, c'est une maladie qui est diagnostiquée tôt, est-ce qu'il y a un bon pronostic pour les patients? Bon, comme vous avez dit dans votre présentation, il y a deux formes de DMLA. C'est ça. Il y a la DMLA sèche où, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de traitement curatif. On booste les gens par des antioxydants, des vitamines, ce qui retarde un petit peu l'évolution de la maladie. Il y a la DMLA humide ou DMLA exudative pour laquelle on a actuellement un traitement pas curatif, mais qui stoppe la maladie, qui la stoppe, peut-être pas à 100%, mais vous savez, jusqu'à il y a 10 ans, c'était une maladie qui était incurable. Maintenant, la DMLA devient une maladie chronique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas guérie, on vit avec.
on se fait traiter. Dans un premier temps, on a des injections d'anti-VEGF, un produit médicamenteux qu'on met dans le blanc de l'œil, à l'intérieur du vitré, qui peut stopper la maladie. S'il ne la stoppe pas à 100%, au moins, elle est retardée. Donc, il y a moyen de... Il y a C'est moyen. pour ça que vous dites que c'est des bombes à retardement, parce que si on prend en charge la maladie, on peut la freiner. Voilà. Mais malheureusement, quand elle n'est pas prise en charge, eh bien, elle continue à faire des ravages sans que le patient ne s'en rende compte. Alors, s'il y avait un message clé, docteur El-Helloui, aujourd'hui à passer à nos téléspectateurs, ça serait lequel? Le message est le suivant, c'est de faire une consultation systématique à partir de 50 ans. C'est une obligation. Si cette consultation va conclure fond d'œil normal, on peut ne pas revoir notre patient pendant 4 ans. Il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de signe précurseur de la maladie, de la DMLA. Mais bon, il y a d'autres maladies où il faudrait peut-être voir son ophtalmo tous les ans ou tous les 2 ans. Mais pour la DMLA, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, s'il n'y a pas de signe précurseur de la DMLA, on peut voir un patient et lui dire on se revoit dans 4 ans pour revoir si vous n'avez pas développé une DMLA. Ça, c'est quand on va dire on est un patient lambda. Quand on a des antécédents familiaux, est-ce qu'il faut un dépistage avant la cinquantaine ou pas? Alors, on revient aux facteurs prédisposants à la DMLA. Le premier facteur, comme on a vu, c'est l'âge, et pour lequel il y a 2 autres facteurs, intrinsèques et extrinsèques. Intrinsèque, c'est génétique, ce qui représente quand même 70-80% des cas, et pour lequel on ne peut pas faire grand-chose jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Et il y a extrinsèque, c'est notre milieu ambiant, c'est notre manière de vivre. Donc, le tabagisme, par exemple, il multiplie par 4 le risque de DMLA. Alors, première chose, sevrage tabagique. Deuxième chose, c'est l'alimentation. Une alimentation déséquilibrée, sans antioxydants, sans vitamines, sans oméga 3, etc. Des risques accrus d'avoir une DMLA. Et maintenant, c'est prouvé. Donc, une hygiène de vie, un peu de sport. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, il y a moyen de, entre guillemets, prévenir. On ne prévient pas, on n'évite pas, mais on se prémunit. Comme je vous ai dit, c'est 20% des facteurs favorisants. Mais justement, il vaut mieux agir sur les 20% que... Exact. Mais alors justement, quand on est dans ce 80% de personnes à risque, est-ce qu'il faut anticiper le dépistage ou pas? Oui. Avant la cinquantaine? Puisque les risques sont multipliés par 3. Vous savez, quand c'est à 70 ans, 25% ou 20%, multiplié par 3, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, absolument. Donc la quarantaine? Non. La DMLA, c'est une maladie des gens de plus de 50 ans. Tout ce qui est avant 50 ans, ce n'est pas la DMLA. Mais il n'y a pas ce sont prémisse. d'autres maculopathies, ce sont d'autres maladies qui n'ont rien à voir. On a l'habitude de dire que les maladies génétiques, c'est chez les jeunes. Oui, c'est ça. La DMLA, c'est une maladie génétique des plus de 50 ans. Des plus de 50 ans. Donc, dépistage à partir de 50 ans, obligatoire et nécessaire pour tout le monde, et encore plus si on a un membre de la famille, un proche touché par la DMLA, parce que vous l'avez dit, ça devient presque une maladie de la famille. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, docteur. Une question de la part des téléspectateurs. Quels sont les risques de DMLA avant la quarantaine? Zéro? Rien? Zéro. Il n'y a même pas on va dire, le début des débuts du symptôme? Rien. Absolument. Rien. Néant, c'est bon. DMLA, c'est à partir de 50 ans. C'est tranché. C'est ça. C'est pas autre chose. Alors, Mehdi vous dit, la DMLA est-elle héréditaire? Il y a un facteur génétique, mais ce n'est pas une hérédité obligatoire. Il y a un facteur génétique qu'on ne sait pas. Il y a des prédispositions. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Dr Mohamed Saïd Helloui, médecin ophtalmologue. Merci beaucoup d'être venu depuis Marrakech pour défendre Marrakech. Aziza Al-Araqi d'être venu depuis Tanger pour défendre Tanger. Enfin voilà, on a eu le match des villes aujourd'hui dans On se dit tout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Aziza, vous avez été notre femme inspirante de cette semaine, une femme avec plein de dynamisme et de caractère, comme disait Dr Helloui. Et puis, Mona Skhli, merci beaucoup d'avoir été là, avec une femme avec énormément aussi d'engagement et de caractère. Vous êtes
êtes DG et fondatrice de Coach to Win. Merci infiniment d'avoir tous été là. Merci à tous, merci à l'équipe. Merci à toi, Yasmine. Merci infiniment. À demain. Au revoir.